Et salutations à vous pour donc cette troisième partie de rapport compté d'une partie de jeu de rôle à Star Trek Adventure de Modifus. Alors, nous en étions quittés, pardonnez-moi, quand Spock, Kirk et donc Uhura s'étaient enfoncés dans la caverne sacrée du peuple Kraben à la recherche d'un humain qui serait apparemment grand ami aux alphas Kraben. Donc tout ça, bien sûr, par une genre de rebondissement. En fait, ils doivent donc trouver cet humain pour récupérer des colis fichiers Kraben dont un Kraben Alpha veut absolument, afin d'obtenir donc l'enregistreur vocal qui est aux mains de ce Kraben. Et enfin détenir cet objet et le remettre au régent Orudis. Donc les trois officiers de Starfleet s'aventurent dans la caverne. Donc c'est Spock qui ouvre la marche, le capitaine Kirk derrière, quelque peu commotionné. Il a passé donc le fusil phaser à Spock. Euh, et ensuite c'est le lieutenant Aura qui ferme la marche. Donc il dispose de petites lampes torches qui n'ont pas une grande autonomie, mais qui sont incroyablement miniaturisées. Juste avant de s'enfoncer dans la caverne, ils utilisent le communicateur, le capitaine Kirk utilise le communicateur pour indiquer donc à Sulu qu'ils vont s'enfoncer dans des cavernes, donc que Sulu puisse géolocaliser donc l'appel au cas où s'il se passait quelque chose. Donc bien sûr, Sulu leur indique que ça va être impossible de pouvoir les téléporter s'ils s'enfoncent un peu trop dans les profondeurs de la Terre. Donc ils commencent à s'enfoncer dans cette caverne très humide. Ils peuvent y voir des petits cours d'eau, des petites cascades. L'air est très chargé d'humidité et sûrement aussi peut-être d'un gaz relativement soufré. Enfin bon, ça irrite un peu leur petite gorge. Il s'extasie par contre devant la beauté des lieux, des stalagmites et des stalactites, de magnifiques concrétions euh, liées aux cavernes et aux grottes. C'est assez magnifique. Il voit après des fresques peintes par les crabins. Ils peuvent y discerner des empreintes de mains à quatre doigts, caractéristiques des crabins. Les, les dessins sont assez sommaires, mais ils peuvent voir en fait des crabins en train de pêcher des écrevisses, euh, de se livrer à des joutes de force. On peut y voir aussi les alphas qui discutent avec des crabins communs. Puis en s'enfonçant, ils voient aussi des images peintes beaucoup moins réjouissantes, où les crabins ont dessiné comme des genres d'oiseaux de fer qui tirent des rayons en direction du sol où vivent des crabins. Ils y ont dessiné comme des crabins allongés, morts par dizaines, des flammes dans les huttes. Et puis ils arrivent une petite caverne, car plusieurs fois ils se sont heurtés à des passages où l'eau avait tout envahi, où il faudrait des combinaisons de plongée pour progresser dans ces zones-là. Donc c'est la dernière et unique petite caverne qui est encore avec de l'air respirable. Et là, donc ils voient que c'est une nécropole. Les crabins apparemment enterrent leurs morts d'une façon bien sûr très typique à leur peuple. Ils ne semblent conserver de leur mort que les carapaces. On dirait que les morts sont très bien, les cadavres donc sont très soigneusement nettoyés et les carapaces
sont posés délicatement dans des anfractuosités taillées dans la roche. Certaines carapaces sont là depuis apparemment très très longtemps. On voit même que les concrétions rocheuses, disons le calcaire, les ont quelque peu recouverts. Il y a deux puissantes lampes qui éclairent à l'endroit. Et donc il découvre un site de fouilles archéologiques avec une table, quelques chaises sommaires, un lit avec un genre de petit chauffage d'appoint pour réchauffer un peu l'atmosphère. Et donc ils voient un homme s'avancer vers eux dans une genre de robe grisâtre, sale, couverte de boue. Il est âgé, avec une barbe grise, épaisse. Et il tient maladroitement dans ses mains un petit piolet et une genre de petite fourche. Il est, il les menace de ses armes de pacotille. Qu'est-ce que vous venez faire ici? On t'avoue, c'est une caverne sacrée. Comment les crabins ont pu vous laisser rentrer? Alors bon, bien sûr, le capitaine Spock essaye de le calmer. Le capitaine Kirk et Spock essayent de le calmer. Spock justement s'avance petit à petit vers lui. Donc on voit que très nettement le vieil homme n'est pas au meilleur de sa forme. Donc il leur dit: qu'est-ce que vous venez faire ici, maudits humains? Partez d'ici. Qu'est-ce que vous comptez faire encore? Toujours brisé, souillé. Alors Spock essaye de le raisonner, de lui dire que non, qu'ils sont de Starfleet et que ils sont là vraiment juste pour discuter avec lui, qu'ils repartiront dès qu'ils auront une petite discussion. Et là, le vieil homme semble retrouver un regard moins perdu, moins hagard, et il s'assoit. Il s'assoit sur une chaise, et tout d'un coup, les officiers donc voient comme si une lourde fatigue venait à tomber sur les épaules de ce vieil homme. Vous voyez que de tout le fatras qu'il y a autour de la table, il sort une bouteille de vin et il se sert un petit verre qu'il boit cul sec. Donc Spock, Kirk et Aura finissent d'approcher et aussi s'assoient. Et pareil, renouvelle au vieil homme qu'ils ne sont pas du tout là pour l'embêter dans ses fouilles. Donc il se présente comme étant Veris, un scientifique de la fédération, un xénobiologiste, qui est tombé fou amoureux pourrait-on dire, des crabins. Vraiment, quand il commence à en parler aux officiers, ils se rendent compte qu'il est intarissable par rapport à la civilisation crabin. Bon, à un moment, Spock est obligé de changer un peu de sujet, tellement que sa passion est ardente par rapport au peuple crabin. Et donc Kirk demande donc Kirk demande à Veris si il disposerait donc de colifichets crabins, de chaman. Donc oui, Veris dit oui, oui, tout à fait. Donc il les montre même, il les a autour du cou, il les avait sous cette robe sale là, grisâtre, et il les dévoile. Donc c'est des genres de coquillages très jolis qui brillent sous les lumières de multiples couleurs. On dirait qu'ils sont faits d'une matière perlée et lactescente, vraiment très très jolis. On voit qu'ils sont finement ciselés d'arabesques.
Et Véris leur dit que ce sont des objets magnifiques. Ce sont des talismans pour le peuple crabin. Des talismans, c'est des objets qui seraient presque des intercesseurs entre le monde, euh, le monde physique et le monde spirituel, les divinités crabins. Les divinités crabins en fait sont constituées de tout simplement des chamans. Ce sont les chamans dont les alphas, quand ils atteignent un âge plus que vénérable, ils transcendent leur propre physiologie et rejoignent en fait, forment même le panthéon des divinités crabins. Donc les crabins vénèrent en fait des alphas qui auraient transcendé leur propre essence mortelle. Et donc Véris leur raconte que ceux-ci sont les talismans, presque les portes âmes des chamans crabins. Il les a obtenus toutes les aides qu'il a fournies au peuple crabin. Ce sont des chamans qui lui ont légué ces talismans. Bien sûr, pour lui, c'est une marque incroyable de respect. Et il ne cache pas aussi que ces talismans ont un pouvoir d'apaisement sur les crabins agressifs, les crabins communs. Donc je pense qu'aussi les chamans ont souhaité un peu le protéger des instincts meurtriers des crabins communs. Donc bien sûr il revient très rapidement, il revient sur sa passion, il leur parle bien sûr de cette caverne sacrée où les crabins y sont soigneusement inhumés. Alors bon, bien sûr le capitaine Kirk lui dit que ça serait très important euh, que ça serait très important et en fait il a du mal à trouver en fait des comment dirais-je des, comment dirais-je vraiment des phrases qui permettraient d'influer sur la volonté de Véris de les garder quoi. Il a bien du mal parce qu'il comprend en fait tout simplement que Véris est quasiment inatteignable, il se fout un peu de tout. Et la cause de la fédération, avec l'installation de l'avant-poste sur la planète et du régent Eurydice, il comprend bien que Véris s'en contrefout complètement. Donc il n'arrive pas en fait à trouver de moyens d'approche un peu et de quelque chose qui pourrait satisfaire Véris à l'échange. Donc ils sont un peu désappointés, comprenant que Véris ne voudra pas les échanger. Donc bon, il discute un peu avec lui et comme il voit qu'il est très fatigué, presque au bord de l'assoupissement, Spock quand même demande à Varys s'il peut, il le trouve bien faible et s'il peut quand même regarder un peu son état général. Donc bon, bien que Spock n'ait pas un tricorder médical, avec un tricorder de base, il peut quand même au moins détecter des signes vitaux qui ne seraient pas dans la norme humaine. Donc il passe le tricorder, bon il voit bien qu'en fait Varys est très malade, ouais. Il est en insuffisance respiratoire, il a de lourds problèmes cardiaques, il est fortement anémié. Donc bien sûr il parle un peu de ça à Kirk et à Aura un peu à part. Et il dit qu'en fait Varys, bon, c'est quelques semaines, dans quelques mois, et bon, il va mourir, quoi. Si les soins ne sont pas, bien sûr, des soins importants et profonds ne lui sont pas administrés. Bon, ils sont un peu, ils ne savent pas trop quoi faire par rapport à cette problématique. Et ils ne veulent pas, bien sûr, faire du mal à ce vieil homme. Donc bon, ils tentent bien sûr ils révèlent donc l'état de santé général de Varys. À Varys, bien sûr, il s'en doutait, Varys se contrefout totalement de son état général et ne veut pas quitter ses recherches
qui sont vitales à ses yeux. Donc il est, comme il dit, au bord de la compréhension. Il va enfin comprendre comment les crabins peuvent transcender leur être et atteindre un état de lucidité sur le monde phénoménal, quoi. Bon, dans les trois officiers sont beaucoup plus pragmatiques, ils s'éloignent un peu, ils discutent, et bon, et c'est quand même assez difficile. Bon, et certains disent qu'ils peuvent, bon, Spock dit qu'on ne peut pas résolument le laisser dans cet état-là. Kirk, lui, plus partagé. Il comprend en fait la passion de ce vieil homme et il a du mal quand même à se dire qu'il voudrait l'abandonner là, quoi. Aura aussi se range un peu plus du côté de Spock. Elle dit que ça doit être un esprit quand même plus que génial, qu'il faudrait quand même peut-être le soigner, lui faire comprendre que c'est pour son bien et surtout lui indiquer qu'après, quand il sera soigné, rien n'empêche qu'il reprenne ses fouilles. Et que peut-être on pourrait tourner un peu la discussion comme ça. Et bien apparemment le lieutenant Aura avait un peu touché juste, ils arrivent, donc Aura fait des jets de présence, couplés bien sûr avec des jets de commandement, où il se défend pas trop mal aussi. Elle arrive à passer un bon jet, assisté bien sûr, donc là c'est un test avec de l'assistance, c'est-à-dire qu'en fait les Spock et Kirk vont jeter un seul dé 20, basé sur bien sûr la même présence et commandement, et rajouter leur succès au succès que va faire Aura. Aura aussi décide de cramer, donc d'utiliser des points de momentum pour se donner 2D 20 supplémentaires, et en fait ils vont passer de très haut la main. Aura. Donc Julie va faire un jet de fou, quoi. Elle va valider même à elle seule déjà 3 succès, et Kirk va en réussir un quatrième, et Spock aussi. Donc ils peuvent même sur ce jet là engranger 2 points de momentum. Et donc Veris se range quand même à leur... voilà, il est fortement passionné, et lui ce qu'il veut c'est continuer. Bon, il a compris, il sait que là maintenant il est faible, il est allé au-delà de ses capacités physiologiques, et il est d'accord. Il est d'accord pour qu'il soit ramené sur l'Enterprise. Donc bon, ils le ramènent, ils lui font un petit sac, ils lui demandent tout ce qu'il veut emporter, ce qu'il estime pour l'instant être nécessaire. Donc bon, bien sûr, ils prennent quelques trucs. Ils sont obligés de l'aider parce qu'il est vraiment très très faible. Tant bien que mal, ils remontent, ils sortent de la caverne. Donc là, ils voient le Crabin Alpha. Donc Kirk va lui parler. Il lui indique que bon, Veris est très faible, qu'il va être soigné. Le Crabin est incroyablement empathique, donc il envoie des images toujours pareil, assez douloureuses dans l'esprit de Kirk, qui dit qu'il comprend, au contraire, qui souhaite que Veris se remette, et que et là, vraiment, à la grande surprise de Kirk, euh, quand l'Alpha voit l'état de délabrement de Veris, il se décide à donner le cylindre. Donc on voit les petites mains, les petits bras du Crabin Alpha sortir des plis de la carapace et lui tendre le cylindre. Et il lui dit oui, je vous le donne. Surtout, il ne faut pas que Veris meure. Les talismans des chamans des âges passés attendront. Ce n'est pas bien grave. De toute manière, Veris est un humain honorable, et il est le digne porteur de ces talismans. Donc il remet le cylindre à la grande surprise du capitaine Kirk, et il demande vraiment aux officiers, donc au capitaine Kirk, d'aider Veris et de le soigner du mieux qu'ils pourront. Donc ils sont assez surpris de ce revirement, et ils disent donc au Crabin Alpha qu'ils feront tout leur nécessaire pour que l'état de santé de Veris s'améliore. Donc Kirk pareil prend son communicateur et dit à Sulu de les téléporter à bord de l'Enterprise. Donc une fois qu'ils sont à bord, bien sûr, McCoy prend le relais au niveau de Veris. Bien sûr, comme tout bon grincheux, McCoy
vraiment rouspète en disant que franchement son patient est plus que malade, que bon, il va faire tout le nécessaire, mais bon, il dit ça, mais on voit très vite qu'il est très prévenant et qu'il va s'occuper très très bien de Véris, quoi. Et que bon, compte tenu des progrès en médecine du 23e siècle, il n'y aura pas de souci, ils vont vite le requinquer. Donc bon, il est emporté au service de médecine de l'Enterprise. Bon, Kirk, lui aussi, quand McCoy le voit, il lui dit, eh bien, disons Kirk, vous êtes passé sous un rouleau compresseur, un rouleau. Et bon, ouais, Kirk lui aussi se dirige à l'infirmerie parce qu'il a été quand même quelque peu commotionné. Donc c'est Spock. Donc Kirk demande à Spock de commencer à analyser l'appareil. Donc il dit à Kirk, pas de problème. Donc Aura, elle, va continuer à filtrer les signaux émis, essayer toujours en quête de localiser ou de percevoir un signal inconnu dans le secteur. Donc Spock prend ce cylindre, ce curieux cylindre, il va bien sûr dans le service scientifique et va commencer avec tous les outils d'analyse à essayer de percer les mystères de cet enregistreur vocal. Alors là, ça va être plusieurs jets de raison plus science, assister du vaisseau, bien sûr, assister des systèmes du vaisseau. Donc l'entreprise est de classe constitution a une capacité, c'est-à-dire qu'il peut avoir des laboratoires modulaires. Voilà, c'est le grand avantage, c'est-à-dire que la classe constitution a l'avantage bon, d'avoir bien sûr un design rustique, une structure relativement facile à réparer et à maintenir, même durant les longues missions, donc cette mission de 5 ans. Et en même temps, ils ont aussi des modules qui leur permettent d'avoir vraiment une souplesse par rapport aux missions qu'ils doivent réaliser. Et donc justement, ils ont sélectionné des modules scientifiques un peu plus étendus. Donc Spock en était bien sûr assez ravi. Comme nous sommes dans une mission d'exploration, voilà. Donc il a vraiment un très bon laboratoire qui va lui permettre d'analyser très finement cet objet. Et là, donc il va faire un DG qui va assez bien réussir. Et là, bien sûr, quand le verdict tombe, vraiment, Spock en est sidéré. C'est loin d'être un enregistreur vocal. C'est en fait une bombe virale. Incroyable. Ce cylindre contient en fait un humanicide. Un humanicide. Véritablement un humanicide qui peut tuer quasi instantanément des humains sur à peu près une distance équivalente à entre 3 et 4 km. Il est sidéré. Il suffit de faire une manipulation sur ce cylindre pour que le cylindre libère un nuage moléculaire viral au niveau viral et un virus terrible. Quand il s'est aperçu alors là ça a été le branle-bas de combat dans le bloc scientifique. Alors là, mise en quarantaine du cylindre, il a monté les protocoles de sécurité biologique en flèche. Donc bien sûr Kirk a été tout à fait de son avis, il s'est rangé unanimement derrière tous les ordres que pouvait donner Spock en matière pour contenir et surveiller ce cylindre. Donc alors on peut se prévenir néanmoins de cet humanicide en portant une simple combinaison environnementale ou un scaphandre spatial. Voilà. Mais une fois que le virus est en contact avec simplement la peau humaine, alors n'imaginons pas les muqueuses, bon là, la mort est, disons, en une vingtaine de minutes. Voilà. Ensuite, le virus est incroyablement létal, comme il est aussi malheureusement incroyablement mutant. Donc en fait, au bout d'une trentaine de minutes, dans l'air ambiant avec une foultitude d'autres, bien sûr,
microbes et bactéries, en fait il va perdre toute nocivité. Mais c'est terrible, ça veut dire que sur 2 ou 3 kilomètres, cet appareil peut répandre en fait avec une force mais vraiment dantesque. Voilà, c'est une véritable bombe miniaturisée qui répand un humanicide foudroyant. On est vraiment loin de l'enregistreur vocal que le régent Eurydice a vendu à la fédération. Là, ils sont vraiment, donc Kirk est vraiment sidéré. Et bien sûr, des choses vont devoir être expliquées. Alors bon, ils font bien sûr une petite réunion dès que Kirk va mieux. Et là, bien sûr, dans la salle de réunion, bon, ils ont invité Chekhov, Sulu, McCoy et Scott et Scotty. Tout le monde est là, tous les officiers sont là parce qu'ils veulent vraiment, Kirk veut vraiment avoir un peu la pensée de tous pour voir ce qu'il y a à faire. Mais forcément, Eurydice n'apparaît pas du tout sous le même jour. Pourquoi voulait-il une bombe virale de cette puissance? Et Eurydice a fait le mauvais choix de confier cette tâche de récupération à la fédération parce que là, et en plus de monter tout un énorme bobard. Donc là, ils sont plus que soucieux. Donc ils se mettent un peu à réfléchir, à savoir. Bon, bien sûr, Kirk veut savoir vraiment ce que ses officiers pensent de tout cela. Et même Kirk dit qu'il se rangera à l'avis de la majorité de ses officiers parce que lui-même est un peu n'a pas d'idée franchement arrêtée sur quoi faire. Ah, bien sûr, certains disent que alors d'abord, il y a des questions qui vont vers Spock. Est-ce que déjà on peut neutraliser facilement la bombe virale et donner un genre de placebo, en fait, une bombe qui serait totalement inoffensive, mais que aux yeux d'Eurydice, elle serait tout à fait fonctionnelle, mais que ça serait en fait, voilà, totalement, elle serait factice au final. Alors Spock dit qu'il n'ose pas trop manipuler les mécanismes de détonation qui sont très anciens et aussi cryptés, encodés. Il faut une suite de manipulations et justement Spock est en train d'y travailler, mais la clé de déverrouillage, disons, de neutralisation de la bombe est très très compliquée. Donc pour l'instant, il pourrait confiner, bien sûr, déclencher la bombe dans une unité dédiée sur l'entreprise, mais il a quand même peur. Parce que s'il y a la moindre erreur dans la procédure, ça pourrait être dramatique pour l'ensemble de l'équipage. L'ensemble de l'équipage pourrait mourir très rapidement. Bien que, normalement, ça devrait bien se passer. Mais bon, il n'est pas arrivé à avoir un taux à 100% de sécurité. Donc il hésite à le faire. Ensuite, bon voilà, ils avaient cette solution. Est-ce qu'ils pourraient essayer de fabriquer donc un objet similaire qui pourrait berner un peu Eurydice? Donc ça, Spock est en capacité d'en faire un, de pouvoir faire une copie conforme, mais conforme. Disons, elle sera factice. Elle ne pourra pas fonctionner, bien entendu, comme cette bombe. Voilà. Bon. Donc pendant un temps, il s'acheminait en se disant, bon, nous allons voir à flouer un peu Eurydice pour en savoir davantage et sortir peut-être le loup du bois. Mais après coup, ils se disent qu'ils vont un peu temporiser. Après tout, ils n'ont pas encore peut-être tous les éléments en main. Alors ils se sont décidés d'aller visiter Everton. Voilà, bon, pour l'instant, la bombe reste bien sûr sous lourde protection. Spock, bien sûr, dit à Kirk qu'il aimerait quand même trouver la clé d'encodage pour justement la briser et pouvoir au moins désactiver la bombe. Une bombe très ancienne, hein. Par contre, Eurydice n'a pas menti sur l'âge. Cet artefact, cette bombe bactériologique a déjà une vingtaine d'années, hein. Elle n'est pas toute neuve, donc elle a une certaine fragilité. Voilà.
bien sûr, elle n'aurait causé aucun tort aux Kraben. Si par exemple les Kraben par inadvertance étaient venus à l'activer, il ne se serait pas passé grand-chose en territoire Kraben, vu qu'il n'y a pas d'humains. Après, il se pose quand même cette question, comment un Kraben Alpha bon, conservait une arme qui pouvait quand même... Bon, par exemple, cette arme, si elle venait à être activée dans Everton, bon, il n'y a plus d'humains à Everton. Alors même si Eurydice semble assez malfaisant, bon, on ne peut pas quand même condamner toute la population innocente de Everton, quand même, ça ne mériterait pas cela. Donc voilà, ils se disent que bon, ils veulent se donner un peu de temps. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Alors, ils ont décidé de partir pour l'orbite de Everton, l'autre planète, et de commencer peut-être à avoir un autre son de cloche, qui sait. Donc Kirk demande à Sulu de calculer une trajectoire pour la toute proche Everton. Aucune difficulté pour Sulu, bien sûr. Et en moins de quelques minutes, ils sont en orbite haute autour d'Everton. Voilà, ils ont laissé donc la planète marron derrière eux pour la planète verte. Donc ouais, vu de l'espace, c'est une véritable sphère verte, de verdure. Comme je disais, comme Spock avait remarqué, il n'y a qu'une zone où il n'y a plus de forêt à l'équateur. Une zone qui est relativement sèche, ça fait penser plutôt à une zone de savane. Mais on voit qu'elle est, disons, entre guillemets, non naturelle. Bon, même si la déforestation doit dater de plusieurs, peut-être centaines d'années, elle est sûrement l'action de l'humanité. Donc ils ont repéré plusieurs villages dans cette zone. Et donc ils voient qu'il y a de l'agriculture, que bon, la terre doit être nourricière. Et il y a un plus gros village, comme une petite ville, qui est au centre de cette zone. Et il décide donc de... Donc bon, Oura quand même envoie des messages en direction de la planète sur de nombreuses fréquences, même sur des fréquences entre guillemets de technologie arriérée. Donc elle utilise vraiment des fréquences hertziennes, tout ça, bon, analogique, elle fait un peu tout quoi. Disons, je ne suis pas technicien là-dedans, mais bon, elle utilise plusieurs sources de fréquences. Et aucune réponse, rien. Donc bon, après cela, Spock quand même, vu que là l'entreprise est beaucoup mieux placée, il utilise des macroscopes, donc il remarque que bon, la technologie semble moyenâgeuse. C'est des maisons en colombage, même en bois, beaucoup de cabanes en bois, mais que quand même malgré tout, il y a, voilà, que c'est le Moyen Âge, on pourrait dire le 14e siècle sur la Terre, quoi, occidentale. Donc donc il se décide de se téléporter. Donc le même trio, bien sûr, Kirk, Spock et Uhura, se téléporte donc sur Everton. Donc on va arrêter cette petite partie, cette troisième partie là, et donc vous aurez la suite de leur aventure à Rififi Everton, avec voilà. Allez, à ciao et à la prochaine.